puisque nous avons retrouvé le direct, et le direct dans cette matinale, eh bien, nous avons notre GOAT du jour, parce que si nous découvrons de nouveaux invités, jour après jour, depuis le début de la semaine, et ce sera comme ça durant toute la semaine, nous voulons garder et conserver évidemment nos valeurs sûres, n'en doutez pas un instant. Et parmi ces valeurs sûres, évidemment, François Martin. Bonjour François, bienvenue dans cette Bonjour matinale. mon cher ami, bonjour. François Martin, dont le dernier livre, Le temps des fractures, aux éditions Jean-Cyril Godefroy, nous avons fait une émission samedi dernier qui a beaucoup plu au public de Radio Courtoisie et que vous pourrez avoir, chers internautes, à partir, si vous ne l'avez pas déjà entendu sur Radio Courtoisie samedi matin, entre 9h et 10h30, c'est tous les samedis matins, le libre journal de géopolitique profonde, vous l'aurez dimanche à 9h. Sur YouTube, cet échange pendant 1h30. D'abord, une petite demi-heure de revue de presse avec Dimitri de Kochko sur la situation en Russie. Et puis, eh bien, la suite, c'est-à-dire le renouveau. Y aura-t-il un renouveau de la France? Est-ce que la France va épouser à nouveau sa vocation universelle? C'est le sujet sur lequel nous avons débattu et ce que nous développerons un jour sur comment y arriver plus concrètement, point par point, évidemment. Tout à fait, Ça pourrait tout à fait. donner lieu même à une série d'émissions, mon cher François. Peut-être parce que nous avons là beaucoup développé, même si on pourra y revenir ensuite, François, sur la situation en Europe de l'Est, j'aurais bien aimé que l'on débute sur les premiers pas de Trump au Proche-Orient. Oui. Ça avance très vite, mais il y a un petit peu tout et son contraire. J'aimerais avoir justement un géopolitologue pour distinguer là ce qui se passe. Une remarque juste préalable par rapport à l'invité précédent, comme j'aime bien le faire. Ce qu'il a développé est extrêmement important et je me souviens d'un article d'Édouard Husson dès le début de la guerre qui expliquait que l'hypervélocité est véritablement ce qui permet aux Russes d'avoir en fin de compte l'avantage dans le conflit vis-à-vis des États-Unis. Parce que, en fait, les États-Unis ne peuvent pas escalader. Parce que l'escalade nucléaire est faite sur un risque réciproque. Mais comme l'a expliqué ton intervenant, que je ne connaissais pas, l'avantage russe est tel, par la maîtrise de l'hypervélocité qui sont les seuls à avoir, que je me souviens que Poutine, lorsqu'il avait annoncé ça, en 2021, je crois, ou 2019 peut-être, il avait une fierté totale parce qu'il savait qu'il maîtrisait, je dirais, le haut de la chaîne, absolument. Parce que ça lui permettait de dire à son adversaire, si l'autre le poussait au bout, écoutez, si vraiment on va à la destruction mutuelle, vous n'êtes pas sûr de me tuer, mais moi, je suis sûr de vous tuer. Donc, dans ce cas-là, il y en a un des deux qui cède. Voilà. Et personne ne prendra le risque de tuer peut-être si la réponse est que lui est tué sûrement. Jamais. Donc les Russes avaient donc… Ah oui, c'est plus le MAD. Le MAD était dans la dissuasion, c'est-à-dire la certitude d'une destruction mutuelle faisait que la guerre n'avait pas lieu. Mais justement, là, on est sur une autre hypothèse. Hein. Oui, totalement. Et ça vient du fait que les Américains se sont retirés des systèmes parce qu'au départ, pour que la dissuasion puisse jouer, il fallait qu'on s'entende mutuellement pour ne pas avoir de système de défense. Et oui, or, avant la guerre des étoiles, c'est ça. Or, les missiles intermédiaires. Or, tout le monde a des systèmes de défense. Donc maintenant, le jeu, et ça les Russes l'ont compris avant tout le monde, c'est moi j'ai un système de défense et toi aussi, mais le mien, il va probablement arrêter tes missiles, tandis que toi, tu ne peux en aucune façon arrêter les miens. Et ça, non seulement c'est vrai pour la dissuasion, mais c'est même vrai dans le domaine tactique, où on cherchait une solution dans le tactique, parce qu'on savait très bien que si le tactique était nucléaire, il n'y avait pas vraiment de différence entre le tactique et le stratégique sur le plan nucléaire. Tandis que l'Oreshnik apporte quelque chose de totalement nouveau. Donc, il y a véritablement une supériorité stratégique des Russes qui leur a permis de prendre le risque de faire cette guerre, malgré qu'ils avaient un monstre militaire en face, je dirais. C'est très intéressant ce que tu dis parce que je m'intéresse à ce type de sujet depuis fort longtemps
Et Oui, on nous avait vendu que l'Union soviétique s'était écroulée, entre autres, à cause du système de la guerre des étoiles de oui, Reagan, c'est-à-dire oui, cette capacité d'intercepter les missiles balistiques russes. Et là, oui. c'est vraiment la réponse du berger à la Ah bergère. bah, tout à fait. Est-ce que l'hypersonique provoquera l'écroulement de l'Occident otanien comme la guerre des étoiles? À l'époque, c'était déjà les missiles patriotes qui étaient développés de première génération, à la fin des années Oui, 70, début des années 80, auraient oui. précipité la chute de l'Union soviétique. Ce serait une belle boucle de l'histoire, en tout cas. Oui, oui, tout à fait, absolument. Et je me souviens que moi, j'ai eu cette idée que quand je l'ai vu présenter ces missiles, je me dis, bon, il sait que il va pouvoir engager son combat frontal contre l'Occident parce que en bout de course, il sait qu'il aura gain de cause si on va jusqu'au bout. Et ça, Édouard Husson l'avait compris, mais dès le début de la guerre, il avait dit les Russes ont la maîtrise absolue de la dissuasion stratégique, donc ils gagneront au bout du compte. Parce que si ça monte, à un moment donné, il y en a un des deux qui cale, c'est celui qui est sûr de mourir. Voilà. Non, Mais tu c'était sais très que la intéressant. dernière information quand même, et ça a fait les grands titres ce matin de la presse russe, c'est une interview donnée par Tucker Carlson. Hein, c'est pas, il n'a pas interviewé quelqu'un, c'est lui qui a donné une interview à un journaliste vedette aux États-Unis. Et selon ces informations, Blinken et l'administration Biden auraient travaillé à une guerre totale maîtrisée, ce qui ne veut rien dire, en tout cas ces derniers mois et années, et auraient même projeter l'élimination de Poutine. Ça fait partie de ces... On le présumait, mais en tout cas, même si on lui a demandé des éléments de preuve, il dit ne pas en avoir de définitif. Néanmoins, il y a ce soupçon comme quoi l'administration Biden était prête à précipiter le monde dans la guerre totale. Moi, je n'en doute en aucune façon. J'en doute en aucune façon. Il avait d'ailleurs dit que l'élimination des, entre guillemets, dictateurs étrangers fait partie de leur ADN. Donc, on le sait très bien. J'en suis nullement étonné. C'était une façon pour eux. C'était peut-être même la seule façon pour eux de sortir du piège dans lequel les Russes les avaient enfermés à cause de, justement, de la dissuasion nucléaire. Mais faisant ça, il prenait un énorme risque parce que le risque qu'il y avait, c'était que ce soit, comme il y a toujours dans ce genre de système politique, que tu as un homme au milieu qui est un peu un médiateur entre d'un côté des libéraux et de l'autre côté des patriotes. C'est d'avoir un patriote à la tête qui dise ben, on va frapper, alors que Poutine a toujours brandi la menace, mais sans aller jusqu'au bout. Et en poursuivant sa guerre d'attrition et de, comme je dis, non pas de décapitation, mais de dévitalisation progressive. Et c'est ça qui me laisse à penser, on ne va pas le développer, qu'au bout du compte, son objectif, c'est la paix, c'est-à-dire finir de vider l'Occident et en particulier les États-Unis de leur puissance impérialiste. C'est ça. Il ira jusque-là puisqu'il a toutes les cartes en main, comme on vient de le dire. Sur le terrain, le tactique, l'intermédiaire et le stratégique, et il est le maître partout. Donc, il n'a aucune raison de s'arrêter. Et Trump n'a pas de moyens ni d'escalader, ni de l'embêter. Il essaye un peu avec le pétrole, mais ça ne marchera pas parce que Ben Salman n'acceptera pas d'augmenter fortement les quantités de pétrole pour faire baisser les prix. Il essaye un peu comme ça, mais très rapidement, il va se retrouver confronté. Et comme il va vouloir que ça soit Biden qui prenne la responsabilité, donc il ne peut pas laisser durer la guerre 6 mois de plus. Donc très rapidement, il va donner à Poutine tout ce que Poutine demande, de façon à... Parce qu'il n'a pas les moyens de faire autrement, tout simplement. À cause de ce qu'on vient de dire, il ne peut pas escalader. Donc, voilà. Voilà. Alors, Sans développer François, plus. Moyen-Orient. le Trump et le Voilà. Moyen-Orient. Alors, c'est très intéressant. C'est très, très, très intéressant. Et je vais te dire ce que je pense. D'abord, il faut toujours regarder dans ce genre de choses. Il ne faut pas regarder seulement les déclarations à l'emporte-pièce, surtout chez Trump qui sait très bien envoyer des bombinettes à gauche, à droite, etc., parce qu'il est bien plus malin qu'on ne le pense pour qu'on comprenne pas ses intentions. Il y a, et après je vais parler des bombinettes parce que c'est important, mais il y a un certain nombre de facteurs
de facteurs fondamentaux qu'il faut prendre en compte et que je ne vois pas beaucoup développer. Le premier, c'est la vietnamisation et la faillite de Tsahal. Ça, il faut bien le voir. Bon, sur le plan militaire et sur le plan économique. Sur le plan militaire, une des divisions principales qui était dans la région nord a quitté il y a 2-3 jours pour aller en Cisjordanie et ils ont annoncé qu'ils avaient perdu 96 hommes depuis le début de la guerre. Une seule division, qui s'appelle, c'est pas la division Golani, mais c'est une autre division dont j'ai oublié le nom. 96 hommes. D'autre part, j'ai lu dans un rapport, je crois que c'est Édouard Husson, qui disait ça, qu'ils ont perdu pratiquement depuis le début de la guerre 2850, je crois, chars, transporteurs de troupes, etc. Alors, quand tu vois les vidéos, tu vois bien qu'un transporteur de troupes ou un char, il est tiré par un tir, pas parce qu'il est à l'arrêt que tout le monde est sorti, mais parce qu'il est en train de rouler. Donc on peut penser que chaque fois qu'il y a un de ces chars qui explose, il y a un type qui meurt au moins à l'intérieur et des blessés. Bon, si tu as 2800, tu ne peux pas considérer qu'il y a eu 400 ou 500 morts en tout depuis le début de la guerre. Il y en a 2000 ou 3000. Donc Israël ment sur le nombre de morts, et il en a probablement beaucoup plus que ce qu'il dit. L'autre chose, et ça c'est un article que j'ai lu d'un haut fonctionnaire, enfin qui était présenté comme une tribune de Haaretz et que tu as dû lire. Actuellement, la guerre coûte aux Israéliens à peu près 350 millions par jour. C'est-à-dire, ça fait 1 milliard d'euros tous les 3 jours. Si tu fais le calcul sur 15 mois, ça fait 150 milliards. C'est-à-dire qu'Israël a perdu dans cette guerre 150 milliards financés par les Américains. Je ne peux pas penser une seconde que les Américains sont d'accord pour faire la guerre 1 an de plus. Or, le Hamas est aujourd'hui, et ça c'est Blinken qui l'a dit, non seulement il est reconstitué, mais il est même, je pense, plus solide et plus aguerri qu'il n'était au début. Parce que son recrutement, en fait, on a dit, ah, mais ça y est, il a recruté des petits jeunes, regardez la démonstration de force lors de la libération des 4 otages, etc. Oui. En fait, il n'a pas reconstitué des petits jeunes, il n'a pas attendu, je veux dire, d'avoir perdu la moitié de ses effectifs pour se reconstituer. Il faut être stupide ou pour dire ça. En fait, il recrute depuis le premier jour. Alors évidemment, de toute façon, c'est une production de martyrs à la chaîne, à la chaîne. Et par ailleurs, vous n'avez que des volontaires. Ils savent pas se battre. Mais si justement, tu tires avec. Ils sont très déterminés. Oui, totalement déterminés. Depuis leur naissance, ça fait 20 ans qu'ils sont enfermés dedans. Donc, on a des guerriers nés là-dedans. Dans un environnement qui est fait pour eux, qui est fait totalement pour eux, parce que comme Israël a détruit tout le paysage urbain, il reste que des maisons cassées, des bouts de murs, etc., derrière lesquels il est extrêmement facile de se cacher. Donc Israël, je dirais, a créé les conditions qui favorisent son adversaire. Je ne sais pas s'ils l'ont fait exprès ou non, mais pour que ça dure, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc Israël est totalement vietnamisé, 150 milliards. Le général Alevi, comment il s'appelle, Alevi, qui a démissionné, le chef d'état-major, n'a pas démissionné parce qu'il avait raté le 7 octobre. Parce que s'il avait raté le 7 octobre, il aurait démissionné le 8 octobre, pas 15 mois plus tard. Il a démissionné parce qu'aujourd'hui, il est incapable de résoudre le problème palestinien. Il est incapable de résoudre le problème gazaoui. Et la stratégie gazaoui, d'ailleurs, qui était très claire dès le départ, ça ne consistait pas à éradiquer la population gazaoui, ça consistait à la pousser au sud, à ouvrir les portes et à les envoyer en Égypte. Sauf que l'Égypte n'a pas voulu et les Gazaouis n'ont pas voulu. Ils sont accrochés à leur terre. Et il n'y a qu'à voir une chose, c'est la façon dont ils se sont, dès que le couloir de Netzarim a été ouvert, ils se sont précipités chez eux dans le nord, alors qu'ils savent qu'il n'y a que des ruines, mais ils seront assis sur leur terre. Donc on ne pourra pas les faire partir une deuxième fois pour leur dire on va reconstruire, etc. Comme Trump le dit, c'est pas possible. Ils sont propriétaires, ils s'accrochent à leur terre, comme le disait une jeune palestinienne, c'est nos racines, c'est notre force, c'est nos racines, c'est notre vie, c'est notre terre, on ne bougera pas d'ici. Donc, on a véritablement affaire à des patriotes, quoi.
dans une guerre de libération, des patriotes avec la trempe la plus exceptionnelle qui soit. Donc, tout ça fait que, ça c'est le premier point, c'est donc la vietnamisation de Tsahal. L'autre point qui est très important et qu'on ne regarde pas, c'est l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite a eu un parcours extrêmement intéressant. Elle s'est offert un rapprochement avec l'Iran sous l'égide de la Chine. Elle a accepté, au moment de la mort de Haniyeh, que immédiatement après la mort de Haniyeh, quelques jours plus tard, il y a eu une réunion de la conférence islamique et j'ai regardé le siège de la conférence islamique est à Jeddah. Donc les Iraniens, très intelligemment, plutôt que de réagir en disant on va vous frapper, salaud d'Israéliens, etc., a convoqué la conférence islamique et, à mon avis, pour pouvoir précisément avoir un contact direct avec Ben Salman à Jeddah, pour pouvoir dire, cher Ben Salman, on va prendre une décision, mais on ne veut pas vous prendre une décision qui vous mette en porte-à-faux par rapport à votre propre stratégie. Et ça, c'est l'intelligence manœuvrière de l'Iran. Donc, l'Arabie saoudite a toujours eu une position qui est extrêmement médiane, c'est-à-dire on lui propose de rentrer dans les BRICS, elle le mérite largement, mais elle n'accepte pas. D'un autre côté, parce qu'elle ne veut pas se mettre en porte-à-faux par rapport à son allié américain. D'un autre côté, elle dit aux États-Unis, on accepte de se faire payer en yuan, c'est-à-dire qu'elle brise le tabou du pétrodollar. Donc, elle reste au milieu et en même temps, elle a dit et elle a réaffirmé d'une façon extrêmement claire qu'il lui fallait un État palestinien parce que sinon, elle n'acceptait pas de rentrer dans le processus d'Abraham, des accords d'Abraham. Or, les Américains, si jamais ils se mettent en porte-à-faux par rapport à l'Arabie saoudite et que l'Arabie saoudite finalement s'en va vers les BRICS, c'est une perte totalement majeure pour les Américains parce qu'ils perdent, je dirais aujourd'hui, leur principal allié. L'allié israélien est plutôt un allié qui les embête plutôt qu'autre chose, qui fait même que les embêter. Par contre, l'allié saoudien, s'il s'en va de l'autre côté, ça veut dire que c'est les Russes et les Chinois qui prennent pied en Arabie saoudite. Donc, les Américains tiennent énormément à garder l'Arabie saoudite. En plus, Ben Salman a annoncé, c'est Trump qui l'a annoncé, que Ben Salman allait faire un investissement de 600 milliards de dollars aux États-Unis. Or, les États-Unis ont absolument besoin de réindustrialiser parce que l'objectif principal de Trump, c'est de donner des jobs à l'Américain moyen et de refaire partir l'industrie. Donc, il a absolument besoin, il l'a dit plusieurs fois, 600 milliards de dollars de l'Arabie saoudite. S'il ne lui donne pas son État palestinien, l'Arabie saoudite ne mettra pas l'argent. En plus, en parallèle de ça, Ben Salman est en plein milieu de son agenda Vision 2030, qui est excessivement ambitieux. Je rappelle que l'objectif, c'est de faire passer les exportations hors pétrole de 5% à 50%. C'est-à-dire c'est une transformation totale de l'économie qui sera également une transformation de la société. Parce que quand tu as de l'industrie, quand tu as tout ça, tu as autre chose que simplement des puits de pétrole. Tu as des gens, tu as des ingénieurs, hommes et femmes, donc tu transformes vraiment ta société. Donc ça, c'est son objectif. Et les Chinois ont investi dans son projet. Ils ont, je crois, créé une très grosse usine d'aluminium. Je n'ai pas eu le temps de vérifier ce matin ce qu'il y a eu d'autre, mais les Saoudiens ne veulent pas non plus se passer de l'argent américain. Et par ailleurs, on sait très bien que les Saouds ont investi énormément d'argent aux États-Unis dans le système militaro-industriel et dans le système pétrolier, puisque les Bush étaient associés, je crois, avec les Saouds dans leur système pétrolier. Donc, ils sont très liés. Donc, Ben Salman, et je dirais, à mon avis, si on veut regarder ce dossier, Ben Salman est la clé de compréhension de ce dossier-là. Et je pense que par rapport à ça, Trump ne peut pas faire autrement, ne peut absolument pas faire autrement que, à la fin de la période d'échange, de passer à une phase politique.
Et phase politique, ça veut Alors, dire... moi, ce que j'aimerais, François, c'est qu'on confronte quand même tes théories ou vos théories de géopolitologue, tu cites entre autres Husson, et puis ce que dit quand même Trump. Voilà. Or, ce que dit Trump pour l'instant, c'est pas vraiment ce que j'entends là. Hein. Mais c'est exactement à ça que je veux venir. Vas-y. Si tu regardes la situation de Trump aujourd'hui, et tu ne peux que faire un parallèle absolu par rapport à la situation du général de Gaulle en 1958. Ah. Il arrive dans une situation extrêmement ambiguë. Il est au pouvoir le 2 juin. Le 4 juin, il est à Alger et il dit « Je vous ai compris ». Bon, ça peut être compris des deux côtés. Le 6, il est à Mostaganem, il dit « Vive l'Algérie française ». C'est-à-dire, ça veut dire, et après il a dit « Je les ai couillonnés parce que je ne pouvais pas faire autrement ». C'est-à-dire, c'est pas si à ce moment-là, il dit « Il y aura une Algérie indépendante », il fait la révolution autour de lui, il saute. Il vient d'arriver. Donc, il a le temps de consolider son pouvoir et en fait, il fait le référendum d'autodétermination 3 ans après, en 61. Donc, au départ, il envoie ses adversaires sur une fausse piste en leur disant « vous inquiétez pas », etc., le temps qu'il consolide, etc. Et quand le jour dit, il les trahit brutalement. Et moi, je me suis demandé, parce que Trump est quand même pas un imbécile, je veux dire, c'est pas uniquement en disant Kamala, espèce d'idiote, et Biden, Sleepy Joe, qu'il est devenu président de la République. C'est un manœuvrier. Il est quand même. Il est quand même un peu plus intelligent que ce que les crétins des médias veulent savoir dire. Donc, alors, qu'il soit manœuvrier comme ça et qu'en fait, en d'autres termes, ils disent aux Israéliens, de la droite israélienne, vive la Palestine israélienne, si on peut dire. Moi, je serai à la place de Smotrich et Ben-Gvir et je connaîtrai un peu l'histoire. Je me méfierais. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.